Ce mois-ci, Christian Scalisi, notre maître sommelier, nous propose de découvrir le domaine de Rimoresque. Ce nom vous est sûrement familier et c'est normal. Il s'est imposé au fil des années comme l'un des meilleurs crus classés en AOC Côte de Provence. Rimoresque tire son nom de la contraction de Real Moresque, la rivière des morts qui traverse le domaine. Situé à 20 minutes de Toulon, le domaine s'étend sur 50 hectares au pied de Notre-Dame-des-Anges. Chers amis internautes, bonjour. Alors aujourd'hui, notre périple varois nous amène vers l'intérieur du pays. On est venu rendre visite à Pierre-du-Fort, au château Rimoresque, à Pignan. Très joli village, mais qui malheureusement a subi les foudres du temps il y a quelques jours, où la grêle s'est un petit peu abattue sur certains domaines avec des impacts qui sont extrêmement importants, puisque beaucoup de vignerons auront très peu de raisins finalement à ramasser cette année. Donc c'est vrai que c'est un peu une catastrophe en fait, sur des domaines qui sont en plein développement, sur des marchés qui sont en plein essor. Donc aujourd'hui, rendez-vous avec Pierre-du-Fort, qui est un vigneron passionné et qui s'occupe de Rimoresque depuis une douzaine d'années et qui a contribué à développer l'aura qu'avait Rimoresque dans les Provences et à en faire aujourd'hui un des domaines incontournables. Bonjour Pierre-du-Fort. Bonjour Christian. Alors, on est venu te rendre visite à Rimoresque, à Pignan. Est-ce que tu peux nous présenter le domaine en quelques mots et nous dire un peu comment c'est, ce que vous faites, superficie, etc. Alors, première chose, Rimoresque, c'est un domaine très ancien, puisque les premiers millésimes recensés sont 1868, 1873. C'est un domaine donc, qui a une longue histoire, qui a été racheté en 1988 par un groupe écossais. À cette époque, le domaine n'était pas à l'abandon, mais dans un état de délabrement avancé. Le dernier propriétaire qui n'était pas vigneron, qui était diplomate, s'en occupait quasiment pas. Il n'était pas français aussi, je crois. Si, il était français. Et puis, donc, dès 1988, les nouveaux propriétaires ont entrepris une campagne de restructuration qui a duré 20 ans. Assez intelligemment, ils ont commencé par restructurer le vignoble. Donc il y a eu une campagne de replantation de 1988 à 1993 très importante, près des 3/4 du vignoble, ce qui fait qu'aujourd'hui on est obligé d'arracher des vignes qui ne sont pas à bout de souffle pour éviter de... Ça ne va pas se retrouver avec tout en même temps. Voilà. Puis ensuite, ils ont construit une cave qui à l'époque était ultra moderne, mais qui l'est toujours. Et petit à petit, à partir des années 2000, on a racheté des terres, des petites parcelles environnantes, puis un bloc de 20 hectares il y a maintenant 8 ans. Donc en l'espace de 12 ans, on a doublé la production. Alors c'est un cru classé, ce qu'il faut savoir et ce qui est très très important. On produit essentiellement des rosés, mais pas exclusivement, puisque certains millésimes ont produit plus de rouge que de rosé. Et ça, c'est une des marques de fabrique de Rimoresque. On a toujours produit beaucoup de rouge. La moyenne, c'est autour de 50%, 50-60%. Alors, les rosés, c'est ça ? Les rosés, ça va entre 45 et 65%, sauf cette année, à cause de la grêle, où on va faire plus de 70% de rosé. On produit aussi du blanc, puisqu'on a un terroir schisteux, assez pauvre et qui se prête bien à la culture du roll et qui nous donne une expression à la fois aromatique et le corps du vin, qui est un peu la marque de fabrique de Rimoresque. Il y a une belle réputation sur les blancs ici. Voilà, on a toujours eu une bonne réputation sur les blancs et sur les rouges. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est quand même l'essentiel de notre production, c'est du rosé. Donc, ce rosé, on le vend pour moitié en France, avec évidemment une très forte proportion régionale. On vend à peu près 40% de notre production, entre 30 et 40% de notre production
entre Marseille et Monaco. Ouais, c'est important la représentativité ici, hein. C'est Alors, quand même ce qui fait l'image. c'est ce qui fait l'image, Ouais. c'est ce qui nous permet de vendre plus et mieux ailleurs en France, hein, sur des marchés qui sont parfois assez bizarres. On vend beaucoup et de plus en plus dans la région de Bordeaux. Ah. Et on vend autant de rouge que de Ah, rosé, d'accord, donc c'est quand même assez amusant. Et puis surtout, c'est très important d'avoir une bonne visibilité, une bonne image dans notre bassin de production pour les ventes à l'export. Ça, c'est vraiment très très important. La plupart des bons et gros clients export que l'on a eus, ce n'est pas dans les salons, ce sont des gens qui ont dégusté nos vins dans des restaurants et qui sont venus nous voir. Hein, sur les États-Unis, en Chine, c'est grâce à la présence de nos vins sur une carte de restaurant qu'on a réussi à pénétrer ces marchés. Un pourcentage d'export sinon? Eh bien, la crise aidant, on est passé de 35% il y a 2 ans à un peu plus de 50% cette année. D'accord. Voilà. Ton principal pays, les États-Unis? Alors, premier marché, la Grande-Bretagne. Ça fait quand même 15 ans qu'on travaille assidûment sur ce pays-là. Et la chance a voulu qu'on ait commencé avec un importateur qui n'était pas de dimension nationale et qui est devenu aujourd'hui l'un des 3 plus gros distributeurs de vin en Grande-Bretagne. Deuxième marché, les États-Unis. Troisième marché, l'Australie. Quatrième marché, la Chine. Et puis ensuite une myriade de petits marchés dans les îles du Pacifique, etc. Ah ouais, d'accord. Voilà. Sur quoi? Sur du rosé, du rouge? Sur du rosé et du blanc. D'accord, ok. Voilà. Ouais, la Chine exclusivement du rouge, les États-Unis. La demande en Chine, ouais, c'est ça. La demande en Chine, elle est finalement pas trop sur les rosés, j'ai un peu l'impression. Elle avec est, quelqu'un qui fait un peu d'import-export sur la Chine. Elle est exclusivement, en tout cas pour nous, elle concerne exclusivement les rouges. Ils n'ont pas encore complètement basculé sur la culture du rosé en fait. Non. Déjà, ils s'habituent à la culture du vin tout court, c'est déjà pas mal. Oui, mais bon, moi j'ai la chance d'y aller 2 à 3 fois par an. Et à chaque fois, je rencontre des gens qui connaissent très bien le vin, qui ont étudié de longues années, qui sont venus chez nous, qui sont allés ailleurs, en Australie, en Amérique du Sud, aux États-Unis, et qui savent de quoi ils parlent. Et je pense que c'est vraiment un marché en devenir, comme l'étaient les États-Unis il y a 20 ans, quoi. Je crois qu'il faut être présent aujourd'hui. D'abord parce qu'on vend des vins, notamment des vins rouges haut de gamme, et que c'est toujours intéressant de vendre des grosses quantités de vins très chers. Et deuxièmement, parce que je pense que dans les 10 ans à venir, ça sera un des plus gros marchés à l'export. Je pense que même pour eux, la Provence va devenir incontournable en termes de type de vin, en termes de recherche de vin et en termes aussi de disponibilité de vin. Parce que le marché bordelais, à un moment, va un peu saturer en termes de prix. L'énorme avantage de nos vins en Chine, c'est qu'ils sont bu. Ouais. Le gros problème, notamment des grands crus bordelais, c'est qu'ils ne sont pas bu. Ce sont des vins qui servent à spéculer. Ouais. Et aujourd'hui, moi, j'ai pu visiter des entrepôts avec des volumes de grands crus de Bordeaux absolument ahurissants. Pour certains qui étaient là depuis 3-4 ans. Hein. Ouais. Et là, un beau jour, je pense que c'est comment dirais-je, l'archétype d'une vue spéculative. Un beau jour, ça risque de s'écrouler parce que, d'ailleurs, on l'a vu cette année, hein, dans les primeurs, les Chinois étaient moins gourmands que les années précédentes. Disons qu'on ne va pas leur expliquer chaque année qu'ils ont fait un millésime exceptionnel et que chaque année, on va leur coller 20% de plus. Donc, au bout d'un moment, c'est pas... Ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau moyen des Chinois n'est pas forcément très élevé. Pour te donner un exemple, une bouteille de quintessence rouge qui est vendue à 28,50 € au caveau ici, dans une cave à Pékin, elle est à plus de 240 €. Ah ouais, quand même. Ça fait un peu des taxes, c'est ça? Voilà. Il y a autant de taxes que ça, hein? Alors il y a des taxes et puis surtout le vin, c'est les Chinois qui sont des gens cupides. Hein. Il y a un tas d'intermédiaires et qui à chaque fois font 20-30% de marge, simplement, même en n'ayant pas vu le vin, simplement en le recommandant ou en l'achetant et en le vendant. Ouais, et ça c'est un autre problème parce que la distribution du vin n'est pas encore en place en Chine. Alors dans des pays comme les États-Unis, depuis très longtemps,
le marché du vin est parfaitement bien organisé. D'accord. Et le marché du rosé sur la Chine, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on y viendra. Je regardais il n'y a pas très longtemps les statistiques que le comité des vins de Provence a lancé. Le panel Nielsen des vins pour les États-Unis, toutes catégories confondues, c'est le rosé qui est le vin qui est en plus forte progression aux États-Unis. Et pas très longtemps que je suis dans le métier, mais il y a 20 ans, on vendait du rosé essentiellement dans des endroits où il y avait une forte communauté française ou européenne. Aujourd'hui, les Américains consomment du rosé. Le rosé est passé véritablement dans l'art de vivre, hein. Ici et ailleurs. Hein. Ici, on n'est plus dans le cliché pizza merguez. Voilà, je pense que le phénomène déclencheur, ça a quand même été l'explosion de la consommation de rosé en Grande-Bretagne. Moi, je me souviens très bien dans les années 85-90, n'arrivant pas à vendre de rosé en Grande-Bretagne, et début des années 2000, on est passé d'une situation où on avait du mal à vendre à une situation où on avait du mal à fournir. Parce que c'est pas simplement parce qu'aujourd'hui ils sont meilleurs qu'avant. Non, quand même un peu. Hein. Moi, peut-être un peu, mais je crois aussi d'abord qu'il y a eu des efforts individuels. Je parle sur les Côtes de Provence. Hein. Oui, des produits. Bandol a toujours fait des beaux rosés. Ouais. Les Côtes de Provence, on avait quand même des choses qui étaient quand même un gros cran en dessous, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Parce que la Provence est vraiment positionnée sur un style de vin qu'elle n'avait pas forcément avant. Oui, alors la qualité moyenne des vins de Provence a bien progressé, à tel point qu'aujourd'hui il faut vraiment chercher et chercher assidûment pour trouver un vin de qualité médiocre. Mais je crois que ce qui a facilité la pénétration des vins de Provence et des rosés de Provence en Grande-Bretagne, c'est premièrement l'implication individuelle et collective. Hein. Il y a beaucoup de producteurs de Côtes de Provence pendant des années et des années ont labouré le pays en ne récoltant rien. L'interprofession a fait son travail aussi. Et puis je pense qu'il y a eu un moment donné où la modification des habitudes alimentaires a rencontré l'offre du rosé. Ouais. Moi je suis très surpris de voir en plein mois de janvier en Écosse, alors qu'il fait nuit à 3 h de l'après-midi, rentrer dans un restaurant et voir des dames qui déjeunent ensemble et qui boivent du rosé alors qu'il fait -5 dehors. Bah, il y a une vraie notion de plaisir avec le rosé qu'on a peut-être, qui est moins intellectuelle, qu'on n'a pas forcément ni avec les rouges ni avec les blancs. Et puis je crois que quand on mange une salade, c'est plus adapté. On a besoin d'un vin qui soit digeste. Hein. Ouais. Ah oui, complètement. Ouais, voilà. Non, complètement. Mais juste pour changer de sujet et faire une petite parenthèse et parler un peu d'actualité, tu as eu un gros épisode de grêle il y a quelques jours. Ça a comme conséquence? La première conséquence, c'est que là, sur le terroir de Rimoresque, on a, c'est pas moi qui le dis, ce sont 2 experts éminents et pas toujours très optimistes de ma compagnie d'assurance qui m'annoncent une perte de récolte entre 65 et 75%. Donc là, en tout cas sur le terroir ici de Rimoresque, on a des vignes un tout petit peu plus loin qui n'ont pas été touchées, mais ici c'est très grave. Donc on va faire moins de vin cette année, on va faire surtout moins de rouge, et une partie de la récolte 2013 est compromise aussi, puisque on a eu des atteintes mécaniques avec des très gros grêlons qui risquent de compromettre la récolte prochaine. Il est certain qu'on ne fera pas une récolte normale C'est un vrai problème économique. C'est un vrai problème économique. Mais en plus, même pas à court terme, en plus à long terme. C'est un problème à moyen terme, hein, c'est-à-dire qu'on sait très bien que économiquement, financièrement, pour être vulgaire, on mettra 3 à 5 ans pour s'en remettre. Et maintenant, commercialement, c'est là que ça va être le plus difficile, puisque la concurrence étant quand même acharnée dans la région, on ne peut plus se permettre de ne pas fournir des clients. On ne peut pas se permettre d'augmenter nos tarifs de 50% de l'année sur l'année. Oui, non, c'est pas la peine. Voilà, donc c'est là où la partie sera la plus difficile à jouer, parce que ce sont quand même nos clients qui nous font vivre, hein. Faut en être conscient. Ouais. Ça tombe jamais bien, mais pour la Provence qui est en plein développement, en plein essor, que ce soit sur le marché français et sur l'export, manquer de vin à ce point-là pour une grosse partie de l'appellation, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, d'autant plus qu'il semblerait que ça s'accompagne déjà par une hausse des prix
du vin rosé en vrac, et que je pense que la pire des choses serait que les cours du vrac s'envolent, puisque nos vins de facto ne seraient plus compétitifs. Parce qu'aujourd'hui on se situe, il faut être objectif, à un niveau de prix un peu limite quand même, hein. qui est élevé, qui n'est pas encore limite, mais qui peut le devenir très très rapidement. Et Pas sur le marché du vrac, sur le marché des bouteilles. Quand on mais même commence sur le marché des vracs, le marché du vrac, c'est lui qui conditionne le prix de la bouteille qu'on retrouve en grande distribution. Et il ne faut pas négliger ce marché-là, enfin, même si nous on est totalement absent de ce marché. C'est quand même ce marché-là qui donne la tendance. Hein. Ouais. Oui, si demain au lieu de payer 3, tu vas le payer 5 au lieu de 5, 10, c'est un problème, quoi. On va aller à la cave. Hein. Donc QVR de Rimoresque, le cœur de gamme, un petit peu le haut de gamme plutôt. Moi, je dis le cœur de gamme parce qu'il y en a une au-dessus. Le haut de gamme, majorité de Grenache, Cinsault, Quiberon. Et suivant les millésimes, une pointe de Mourvèdre. Alors c'est le haut de gamme, hein, c'est typiquement un vin, ce que les anglo-saxons appellent un table wine, c'est un vin qu'on boit à table avec une cuisine que je te laisse le soin de trouver, mais c'est pas forcément un vin d'apéritif. Non, vraiment. Alors on a quand même des rosés qui sont bien dans la tendance, mais on a quand même un nez qui a une grande complexité, mais on sent une certaine corpulence dans le nez, on sent malgré beaucoup de finesse, mais effectivement on n'est pas vraiment sur le type. Alors on essaie d'avoir des vins qui tiennent en bouche. Alors volontairement j'ai pris une bouteille qui n'était pas au frigo, hein, pour que l'éminent spécialiste que tu es puisse trouver des défauts. Ce sont des vins qui, je trouve, qui expriment bien le terroir, avec ses qualités et ses défauts. Il y a une vraie minéralité, il y a une vraie tension. Voilà, il y a une vraie minéralité. Alors, ensuite, on va parler des rendements. On est aux alentours des 40 hecto-hectares, donc on sent notamment sur les grenaches, il y a un petit côté épicé. Et puis surtout, ce qu'on cherche, c'est de la longueur en bouche. Et c'est ce qui est difficile à concilier avec l'expression moderne du rosé, où on cherche une explosion aromatique, et en contrepartie, on a une présence en bouche qui est assez fugace. On essaie, on fait plutôt l'inverse, on travaille beaucoup le corps, la présence en bouche, et on essaie d'avoir des arômes qui soient fins et élégants, pas trop bonbons anglais. Non, là on n'est carrément pas, on est plus voilà. sur un registre plus garrigue, plus méridional, plus provençal, plus sur le côté un peu mentholé, un peu sur les épices. Mais effectivement, ouais, la tension, c'est pas du bonbon anglais, c'est pas du tout le même registre. Effectivement, ça amène plus une gastronomie plus recherchée, mais plus recherchée sur la finesse. Mais c'est vrai que sur une cuisine, alors souvent on fait souvent le mariage avec des cuisines un peu asiatiques, très légèrement épicées, qui sont plutôt des cuisines relativement fines, ça c'est remarquable. Après sur une cuisine méridionale, sur des poissons grillés ou sur des poissons avec une chair un peu grasse et un peu des jus derrière. Mais je trouve que quand on met le nez dedans, tout à l'heure on se baladait dans les vignes, on a un peu ce ressenti en fait. Exactement. On a vraiment le côté, je ne vais pas dire garrigue, mais on a le côté un peu provençal. On a fait un test, une expérience l'année dernière sur cette cuvée-là de rosé, sur une épaule d'agneau. Alors, je ne dis pas que le mariage est forcément heureux, mais en tout cas, il est hyper agréable. Et ça va un peu à l'encontre de ce qu'on est censé faire, mais je trouve que ça va bien. Et c'est justement une acidité naturelle relativement élevée. Hein. Ici, on a un terroir qui est assez froid, schisteux, acide, où on n'a pas trop de problèmes pour avoir des acidités élevées. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des vins, bien souvent, on a des macérations pelliculaires au-delà de 12 heures. Hein. Par exemple, sur des Cinsault, sur certains grenaches, sur les Tigouins, on parlait des couleurs tout à l'heure. Si on ne faisait pas de macération pelliculaire, on n'aurait pas ce qu'on a en bouche actuellement, mais surtout, on aurait un blanc taché. Il y a pas mal de zones dans la région où on a trop de couleurs. Ici, on a souvent pas assez. Il y a toujours eu à Rimoresque
des vins très éclatants, en fait, que ça soit en blanc ou en rosé, avec des couleurs toujours très pâles et toujours très éclatantes. Hein. Mais depuis toujours. Alors, blanc. Alors le blanc, c'est 2011. 2011, c'est une majorité de rôles, enfin c'est quasiment tout de rôles d'ailleurs. Il y en a une partie, environ 20%, qui termine qui commence sa fermentation en cuve. Dès que la fermentation est lancée, ça part en fût de 300 litres. Donc c'est fermenté en fût et élevé pendant 3-4 mois, malheureusement pas assez longtemps. On aimerait pouvoir élever beaucoup plus longtemps, mais comme on est en rupture, Un petit élevage sur lit. voilà. De toute façon, aller Un chercher un peu bâtonnage de bi-hebdomadaire au début, puis ensuite hebdomadaire. on a un bouquet qui est vraiment spécifique. Ouais, je suis d'accord, peut-être qu'il aurait peut-être 2-3 mois de plus. Bon, hein, c'est déjà pas mal, quoi. Mais ils compris en bouteille. Alors voilà, typiquement c'est un vin, à la maison, moi je voyais 2010. On a du gras, on est sur un registre aromatique qui est assez différent, et cette présence, cette expression minérale a tendance à être un peu enrobée par du gras, un peu, pas plus corpulent, mais avec une présence beaucoup plus complexe en bouche. Là, il y aurait quelques mois de plus, il digérait un peu son bois. C'est joli parce que moi je trouve que ça lui apporte une note grillée, une note un peu toastée, et ces notes un peu beurrées. Faut le temps en fait. Voilà. On parle des blancs. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui en Provence on a deux types de vins dans les blancs. On a des blancs qui se boivent sur la jeunesse, la fraîcheur immédiatement, et après on a des vins qui méritent quand même de prendre des fois 1 an, des fois 2 ans, des fois 3 ans, quoi, notamment sur le centre-var. Certains blancs méritent d'évoluer un peu. Ça peut être sympa, hein. Tu mets ça dans ta cave, enfin pas du tout d'en avoir ici, mais tu gardes ça 4-5 ans, ça doit être pas mal. Mon importateur anglais qui boit actuellement des 2001 et qui me surprend à chaque fois parce qu'il me les fait goûter, je maintiens que c'est pas possible et il me les fait goûter. T'as une vraie structure, t'as une vraie structure, t'as une vraie profondeur, t'as une acidité, t'as un dosage de bois qui est bien maîtrisé. Faut un peu de temps pour que ça se fasse, ouais, non, il n'y a pas de raison. Parce que même là, enfin, alors c'est le paradoxe, parce qu'il y a un vrai côté gourmand en fait, malgré. Je suis toujours très prudent sur le bois parce que je trouve que c'est pas mon meilleur ami par ici. Mais je vais te faire goûter le même vin qui passe pas dans le bois. Tu vas voir une bouteille ouverte, je vais te faire goûter ça, tu vas voir une expression très différente. Voilà, donc le même vin, en fait, qui est. Je suis pas d'accord. Je sais pas, c'est un mais tu devrais me faire confiance, Christian. Moi, je peux boire tes paroles si tu veux. Donc ça, c'est le même vin. Bon, là, il faut que ça aille un peu. En plus, il sort du frigo. Hein. Le même vin qui n'est pas passé dans le bois, qui n'a pas été vinifié et élevé dans le bois. Il faut vraiment. Il est trop froid. Là. Et il est plus citronné, il est plus vif. Ouais, mais on a rien, on est là. Voilà, on se fait chaud comme ça. Oui, ça correspond bien à l'autre, moins l'enveloppe du bois. Voilà. Mais tu as une vraie minéralité, c'est une vraie fraîcheur dedans. C'est vif minéral. Puis il y a une belle gourmandise quand même. Alors pour moi, c'est quand même le vin qui est emblématique de Rimoresque. C'est vraiment, là, on retrouve l'expression type du terroir de Rimoresque. Encore une fois, avec ses qualités, ses défauts. Mais il y a une véritable typicité qu'on retrouve vraiment dans les blancs. En ce moment, tu vas en 2011. Voilà. Ils seront mieux cet hiver, non? Ben oui, mais je serai en rupture au mois d'août. Super. Chaque année, c'est comme ça. C'est un peu le paradoxe. C'est un peu le paradoxe, y compris dans les blancs comme dans les rouges. C'est qu'on te vend des rouges en t'expliquant que voilà, qu'est-ce que ça va être bien dans 10 ans, mais le problème c'est que dans l'année qui suit, il n'y en a plus. C'est toujours un peu frustrant. Oui, bien que je sois assez perplexe sur le potentiel de garde de certains vins, y compris même ici à Rimoresque, je pense que tous les millésimes ne se prêtent pas à une garde de 10 ans. Il y a des millésimes, et pour moi ce sont souvent les meilleurs, qui ont une garde, je dirais, maximale de 5 ans, 5-6 ans, et qui donnent du plaisir à l'état
pur. Quand tu es jeune. Quand c'est jeune, des vins qui ont 3, ouais, dans les 3 ans. Mais c'est valable dans tous les vins, ça. Hein. Tu vas goûter les plus grands Bordeaux, tu vas les goûter au bout de 3-4 ans. Tu as une vraie gourmandise finalement, tu as une vraie facilité d'accès. Après, tu les gardes et évidemment, tu passes le reste de ta vie à te demander quand est-ce que tu vas les ouvrir. Et une fois sur 10, tu passes à côté. Mais c'est vrai qu'ils se livrent tout de suite ou après, au bout de quelques années. Sur les Provence, je te trouve un peu dur, 4-5 ans. Tu sais, aujourd'hui, tu as, 6 ans. Tu as des 99, 2000, 2001, même 2003, 2004, qui sont, avec lesquels on a beaucoup de plaisir, mais tu sens qu'ils en ont encore un petit peu sous le pied, quoi. L'autre jour, la dernière fois qu'on avait dîné ensemble, on avait 2004, tu avais emmené. Oui. C'était pas fatigué, ça. Non. Enfin, même pas que c'était pas fatigué, c'était encore en prime jeunesse, quoi. Oui, mais par exemple, 2002, ça fait longtemps que c'est fini. Ouais, mais là, tu es sur un millésime un peu faible. 2003, idem. Bon, alors là, on est sur... Canne d'essence du mousse. Voilà, Mourvèdre, 85%. Un peu de Syrah. Élevage en petit foudre de 30 hectos. Et c'est l'expression du Mourvèdre sur un terroir non argilo-calcaire. Spécificité de Mandol. Voilà. Et à des rendements qui ne sont pas économiques, puisque là on est à peine à 20 hecto-hectares. Hein. C'est la seule façon d'avoir des fruits aptes à être vinifiés en rouge pour faire, là, pour faire des vins de garde. Il y a une vraie amabilité dans le Mourvèdre, dans ce millésime. Je ne l'avais pas goûté de 2007, j'avais goûté 2004, que je trouvais quand même assez dur. Oui, mais 2007, c'est voilà, l'archétype d'un millésime c'est un beau millésime qui passe un peu inaperçu. Ouais. Je ne pense pas qu'il y ait un potentiel de garde phénoménal, mais c'est un vin civilisé qui est agréable, qui est civilisé. Ça, tu le passes en carafe, c'est super. Ben, tu vas finir un peu de polir ces tanins, parce que même les tanins sont quand même assez marqués, mais sont quand même finalement assez fins. Oui. C'est très rare. Tu as un fruit croquant qui est intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est extrêmement tannique. Hein. Les IPT, on explose. Moi, je le passe en carafe, je le mets en carafe à midi pour le servir le soir. Ouais. Comme beaucoup de Mourvèdre, en fait. Ouais. Voilà. Faut pas avoir peur. Moi, au plus les années passent et au plus je recule dans les heures de carafage pour les vins à base de Mourvèdre. Ouais. Et un carafage tranquille, hein, verser le vin délicatement dans la carafe, tu laisses voilà, et puis toucher la carafe. Il y a un vrai fruit, alors c'est vraiment le fruit qui domine sur le 2007, c'est un peu la spécificité du millésime, d'ailleurs, c'était bon 2007. Et derrière, tu as toute une complexité quand même, avec des notes de sous-bois, des notes de champignons, des notes de cuir. Mais c'est marrant parce qu'il y a cette cohabitation entre des arômes de fruits qui sont des arômes très jeunes en fait, et cette petite complexité qui vient derrière. Alors c'est vrai que parler de garde, ouais, on peut le garder. Mais je suis vraiment de penser que là, c'est le moment où tu as vraiment du plaisir au les boire. Ouais, je pense qu'on peut encore. Le plaisir risque d'augmenter dans les, je sais pas, dans l'année qui suit, ou c'est bien. 2 ans. Enfin, je veux dire, c'est bien. Mais le voir aujourd'hui, je trouve ça top. Hein, on parlait d'agneau tout à l'heure, sur un château d'agneau, moi je trouve ça top. Là, et puis il n'y a pas de lourdeur, il y a beaucoup de charme en fait. Mais, alors c'était il y a 6 mois, c'était de la menthe, quoi. Il était hyper mentholé. Et ça a disparu. Le terroir. C'est le terroir, ouais. C'est assez commun dans certains millésimes un peu anciens. Chez toi, c'est vrai qu'on a ce côté menthe sauvage. Ce côté épice. Ouais, vraiment. Cette fraîcheur, en fait, cette fraîcheur aromatique que tu as dans les vins, notamment dans des rouges. Mais et on a un peu, pas changé, mais modifié notre vinif en rouge. Il y a encore 10 ans, on travaillait sur l'extraction à tout prix. Et donc on suivait un peu la tendance générale. Bordelaise. Pour pas dire. Et aujourd'hui, on essaie par exemple, de faire des macérations préfermentaires. Et bien souvent de 3, 4, 5 jours. Hein. Et surtout, de ne pas aller trop loin dans l'extraction des tanins. Parce qu'on s'aperçoit que l'équilibre est rompu. On parlait tout à l'heure des vins qu'on attend toujours, hein, et on peut les attendre 20 ans, et au bout de 20 ans, ils n'ont toujours pas donné ce qu'ils sont censés donner. En revanche, ils ont disparu.
Et donc on a levé le pied sur les extractions de tanin, en essayant d'avoir du fruit à l'origine bien pourvu en tanin, pour ne pas aller trop loin, à la fois en température et en durée. Après, tu peux pas. Enfin, moi, c'est un peu ce paradoxe des fois qui me gêne. J'aime bien ce que tu dis parce que je trouve que c'est logique, mais aller chercher à surextraire des tanins et surextraire du vin. En déséquilibre. Déjà, tu déséquilibres, mais surtout, je veux dire, à la base, c'est que le type, quand il vient acheter au domaine, on va lui vendre du millésime, un millésime il y a 2 ans. Je veux dire, c'est un peu le paradoxe. C'est difficile pour moi aujourd'hui d'expliquer à un client, ah bon, ok, vous l'achetez, mais par contre, attention, impossible de le sortir avant 15 ou 20 ans. Ça va pas d'intérêt, c'est complètement idiot. Donc, je veux dire, il faut essayer d'améliorer la buvabilité des vins. Et je ne suis pas convaincu que l'extraction à tout prix produise des vins à fort potentiel de garde. Non, ok. Et ici, les bouteilles sont vides. Là, on a bu des 53, des 59. Et là, on ne cherchait pas du tout à extraire les tanins. Et on s'est aperçu que c'était des vins qui étaient extraordinaires. Oui, la mode du début des années 2000, on voit un peu le résultat qu'on a aujourd'hui. Pierre, je te remercie. C'était vraiment un grand plaisir, encore une fois, de passer un moment avec toi. Donc moi, j'encourage nos amis internautes à venir au magasin, parce que le magasin de vente est sympa. On y vend aussi des whiskies. On y vend des whiskies. Pas parce que vous diversifiez, parce que le propriétaire produit du whisky. Ah, voilà, ouais. Et pour les amateurs de whisky, c'est assez incontournable. Merci, à bientôt. Merci d'être venu. Voilà, c'est terminé pour ce numéro. Il me reste à vous souhaiter de passer un très bon été, de très belles vacances pour ceux qui ont la chance d'en prendre. Et je vous donne rendez-vous au mois d'août. Au revoir. Thank you.